Merci d'être là, merci pour l'invitation. Je trouve vraiment le fun de pouvoir être dans et avec la communauté pour un peu tirer le rideau et avec mes invités sur qu'est-ce qui se passe après l'obtention de notre diplôme. Est-ce que tout se ressemble beaucoup? Est-ce que c'est très différent? Je pense que vous savez un peu de quel côté on va être. Mais donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi. C'est une première pour moi. J'enregistre ici avec vous en direct un épisode du balado Au-delà de la thèse. Avoir 4 invités, ça aussi c'est rare. C'est en direct avec public, c'est jamais arrivé. C'est une première pour moi aussi. Merci de cette occasion. Et donc, rapidement, je vais juste présenter les 4 invités. On a Stéphanie Luna, qui a un doctorat en sciences biomédicales. Et je vais laisser après chaque invité parler un petit peu de leur trajet et aller plus en détail dans qu'est-ce qu'ils ont fait, côté académique et côté professionnel. Pascal Dubois, doctorat en éducation sur la transition vers l'emploi et la motivation. Christophe Allary, doctorat en sciences de la réadaptation, et Catherine Monpetit-Tourangeau, aussi doctorat en sciences de la réadaptation. Donc, on dirait que tout se ressemble dans les profils, mais après, maintenant, si on creuse un petit peu, on va voir où est-ce que ça arrête de se ressembler. Donc, peut-être que je vais juste garder l'ordre que j'ai pris au début. Stéphanie, est-ce que tu pourrais peut-être parler un petit peu de ton trajet académique, c'était quoi le sujet qui t'intéressait, pourquoi tu es allé jusqu'au doctorat, et arriver jusqu'au moment où tu as commencé à penser qu'est-ce qui s'en venait après, est-ce que je reste en recherche ou pas, puis on va essayer de faire ça avec les 4, et après on va passer au chapitre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parfait, c'est un bon mandat, vous êtes prêts? Là? On va peut-être en avoir pour 10 minutes. Initialement, j'ai commencé mes études en littérature et tranquillement, pas vite, j'ai vite réalisé que c'était pas nécessairement fait pour moi. J'ai un esprit quand même assez cartésien. J'ai croisé la linguistique au cours de mes études pré-second cycle. C'est la langue des signes qui m'a amenée à faire une maîtrise en linguistique. Le programme où j'ai rencontré Antonin, fin maîtrise, début doctorat. J'ai appris la langue des signes. C'était à la croisée d'une personne dans une conférence qui, elle, connaissait la langue des signes, qui m'a amenée à faire ma maîtrise dans ce milieu-là. Ensuite, j'étais très intéressée, après avoir compris comment ces systèmes linguistiques-là fonctionnaient, à comprendre comment ça fonctionnait dans le cerveau. Donc, j'ai été faire mon doctorat en sciences biomédicales ici avec Jean-Pierre Gagné, qui a été directeur de l'école pendant quelques années. Un 5 ans de doctorat sur le fonctionnement du cerveau, le traitement des langues à modalité visuospatiale. Et ensuite, j'ai considéré pendant mon doctorat assez rapidement, 2e année, je savais que je voulais déjà planifier un exit à l'extérieur du monde de l'académie. S'en est suivi une série d'actions dont on parlera un peu plus tard, je crois. J'ai quitté le milieu académique pour commencer à travailler dans un premier temps dans le milieu de la santé avec Catherine, en fait, pendant 1 an. Et j'ai bifurqué. Je me suis rapprochée de l'université en travaillant pour un institut de recherche en astrophysique et en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je travaille pour une compagnie de services conseils qui s'appelle Movai. Je suis directrice engagement client, transformation d'intelligence artificielle, où on développe des produits pour les clients en transformation numérique. Voilà. On parlera un petit peu plus de ça veut dire quoi, tout ce qu'elle vient de dire. Exact. Je vous l'avais dit. Là. Donc maintenant, on passe à Pascal. C'est quoi ton cheminement à toi jusqu'à ce moment-là de finalement, est-ce que c'est vers la recherche que je m'en vais ou pas? Oui, donc, en fait, moi, j'ai complété bac maîtrise ici à l'Université de Montréal. J'ai terminé en 2009, puis mon directeur de maîtrise à ce moment-là me disait, viens-t'en au doctorat, ça va bien en recherche. Puis j'étais comme, ouais, mais j'ai le goût d'aller trouver qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, puis que je suis prête à étudier pendant plusieurs années. Puis je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai fait mon doctorat sur 7 ans avec des enfants à travers ça. Puis je me suis jamais tannée. Donc, en fait, j'ai travaillé avec des adolescents, des jeunes adultes en milieu scolaire qui avaient des difficultés langagières. Puis une thématique qui revenait souvent, un questionnement qui revenait souvent, c'était qu'est-ce qui va se passer plus tard? Tu sais, est-ce que je vais pouvoir avoir un appartement? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais avoir un chum, une blonde, des enfants? Puis là, je fouillais. On avait-tu des résultats là-dessus, des études? Il n'y avait rien.
Fait que là, j'ai dit, bien, quel beau sujet. Donc, en fait, j'ai commencé mon doctorat à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Je voulais aller chercher là, une lunette éducation, étant donné que j'étais dans le milieu scolaire. Donc, j'ai complété mon doctorat. J'aimais énormément la recherche. J'ai continué au postdoctorat à l'Université McGill, au département de psychologie. Puis là, bien, c'est au cours du postdoctorat que j'ai fait, bon, ben OK, mais après. Donc, en fait, je pense que ça va être la partie B de la discussion. Mais donc, il y a plusieurs réflexions qui m'ont amené aujourd'hui là, être au gouvernement fédéral, au secrétariat fédéral, l'apprentissage et garde des jeunes enfants. Je pourrais expliquer ce que c'est, Emploi et Développement social Canada. Donc, voilà. OK. Donc, une histoire qui démontre que rentrer dans le processus postdoctorat, c'est pas non plus signer un contrat qui ne viendra pas. On peut faire notre postdoc et après se dire, bon, finalement, là, je vais me réorienter. Parce que des fois, les gens, ils tombent dans cette pensée de, bon, mais là, j'ai investi ça, je ne peux pas maintenant, après avoir investi encore plus loin, réorienter, changer. Puis oui, c'est possible. On va en parler plus tard. Merci, Pascal. Christophe, toi, c'est quoi ton trajet et c'est ça, rapidement, où est-ce que tu es aujourd'hui? Bien, rapidement, mon trajet, moi, je suis kinésiologue de formation. Et qu'est-ce qui m'a amené en kinésiologie, c'est le fait que j'aimais jouer au football, puis j'aimais être bon au football. Donc, j'ai voulu devenir meilleur en m'entraînant d'une meilleure façon. Ça a été ça, initialement. C'est là que j'ai commencé à travailler en clinique, déjà comme kinésiologue. J'avais un pied dans les centres de conditionnement physique, puis un pied aussi en clinique, où que j'ai développé un intérêt là, pour aider les gens qui avaient, par exemple, des enjeux de santé mentale. Mais le football, on n'est pas là pour faire cette partie-là de ma carrière, mais le football, bien, des fois, ça peut terminer avec des blessures. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai fait des commotions cérébrales, puis j'ai pas été capable de retourner aux études pendant environ 1 an après. Puis c'est ce qui m'a amené à penser, après mon bac, qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer de faire en sorte que je pouvais éviter à d'autres joueurs de football d'avoir des commotions cérébrales. Et donc, c'est là que je me suis lancé dans le domaine de la recherche pour développer des interventions. Je ne savais pas trop où ça allait m'amener. Finalement, j'ai développé un intérêt pour la recherche. J'ai utilisé ces informations-là et ce que j'avais développé pour partir une entreprise spécialisée dans la réadaptation des commotions cérébrales. Et après cette aventure entrepreneuriale, je me suis dit, je pense que c'est la carrière universitaire qui m'intéresse le plus. C'est là que j'ai décidé de faire un doctorat. Et finalement, ce n'était pas la carrière universitaire qui m'intéressait le plus. Et comme mes autres collègues, là, je vais pouvoir en parler un peu plus, mais c'est ce qui m'a amené à vouloir travailler chez Axelis. C'est vraiment de pouvoir continuer à utiliser qu'est-ce qui est développé en recherche, puis l'amener dans la société. Là. Oui. Juste, tu peux dire rapidement, Axelis, c'est quoi le rôle? Oui, Axelis, c'est la société de valorisation de la recherche publique du Québec. Donc, on travaille avec l'ensemble des établissements de recherche ou qui produisent de la recherche. Puis notre rôle, c'est de mobiliser tous les produits de la recherche, que ce soit des inventions, des créations, puis d'essayer de faire en sorte qu'elles soient utilisées soit par des entreprises ou par des milieux qui en ont besoin. Là. Donc, on est vraiment des mobilisateurs de la recherche. Tu es un kinésiologue pour entreprise, dans le fond. Exactement. Très bien, excellent. Mais c'est une joke, mais on en parlera. Ça va être intéressant de voir le parallèle de pourquoi est-ce que quelqu'un comme toi, quelle est ta place dans une organisation qui fait quelque chose qui est quand même très différencié par rapport à ta formation. Je pense qu'il y a un lien là avec ton expérience en entrepreneuriat, puis ça, c'est quelque chose d'intéressant et que tu es le premier à le mentionner. Mais on en parlera. Catherine. Oui. Bien, en fait, moi, mon parcours commence bien avant les études universitaires. En fait, moi, depuis que je suis très, très jeune, j'ai un intérêt de apprendre, continuer à apprendre, essayer toujours de faire plus d'études sur tout, savoir tous les sujets. C'est un peu un problème des fois parce que c'est extrêmement difficile à choisir quand tu arrives au cégep. Des fois, les gens disent « je sais pas quoi faire ». Bien, moi, je me dis plutôt, moi, je voulais juste tout faire. Fait que c'est un petit peu comme ça que mes choix de carrière ont débuté là, à la fin du cégep, même secondaire, cégep, université, quand j'ai commencé. Donc, finalement, je suis tombée en physiothérapie, pas par adon, parce que j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours adoré aussi le domaine de la santé, mais j'ai toujours aussi adoré les chiffres. En fait, que j'hésitais comme entre professeur de mathématiques, professeur d'éducation physique. Je m'étais inscrite au HEC, en pharmacie. Bref, j'avais comme tous les champs à l'initiale. Fait que je suis partie comme ça.
j'ai étudié en physiothérapie, j'ai beaucoup aimé mon parcours d'études, puis je me suis dit, j'aime beaucoup ça, mais je ne ferai jamais une seule chose dans ma vie parce que je suis comme ça. Fait que j'ai décidé de commencer mon doctorat vraiment dans la même vibe, disons, là, donc dans la même idée, en disant, bon, mais je vais apprendre un peu sur tout. Donc, le sujet m'a été proposé par mon directeur de thèse avec qui j'ai travaillé pendant les étés parce que je me suis toujours impliquée dans un peu tout. Fait que le sujet est venu comme ça. Donc, j'ai travaillé sur l'enseignement aux patients. Donc, j'adorais le côté pédagogique. J'aime beaucoup la pédagogie à la base de tout ce qui est enseignement puis tout ça. Puis, je trouvais que ça joignait aussi mon côté scientifique. Donc, j'ai commencé à travailler sur ma thèse comme ça. Mais comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas fait seulement ma thèse. J'ai toujours eu un travail à temps plein en même temps. Fait que j'ai fait tous les deux du même coup. Donc, j'ai fait ma thèse aussi en 7 ans. J'ai eu mes 2 enfants pendant ma thèse aussi. Donc, ça a été tout un parcours avec toutes sortes. Moi, je n'appelle pas ça des embûches, j'appelle ça toutes sortes de nouveaux défis. J'ai travaillé comme assistante de recherche, en fait, coordonnatrice de recherche aussi, comme physiothérapeute en clinique. J'ai suivi les carabins de l'Université de Montréal comme physiothérapeute. Donc, vous voyez un peu tout mon parcours, tout en faisant du sport tous les soirs, et tout ça. Fait que j'avais vraiment une vie mouvementée pendant mon doctorat, ce que j'adore. Fait que j'ai réussi à trouver mon équilibre là-dedans. Et dans le fond, à ma sortie, j'ai travaillé comme APPR, qu'on appelle. Donc, c'est agente de programmation, planification et recherche au CIS des Laurentides. Pour après, durant mon 2e congé de maternité, j'ai changé d'emploi pour travailler maintenant plus comme professionnelle du côté de la recherche et innovation, que je pourrais vous expliquer plus tard. Donc, je travaille du côté public et depuis 2 semaines, je suis rendue gestionnaire en assignation temporaire. Fait que vous voyez un petit peu que tout change vite, puis il y a quand même beaucoup de possibilités de postes avec des études supérieures. Excellent. Mais là, maintenant, je vais reprendre le même chemin, mais à l'envers. Et donc, je vais continuer avec toi. Et tu mentionnais, ça a été mentionné par les panélistes, et toi en particulier, que le doctorat n'a pas besoin d'être une ligne droite. On peut avoir des enfants, on peut travailler en même temps et faire... Ce n'est pas vraiment un doctorat à géométrie variable, mais adapter le doctorat à nos objectifs de vie, à nos intérêts multiples. Et j'aimerais savoir si tu peux en parler un petit peu. Comment est-ce que dans la pratique, pendant ton doctorat, tu as géré ça pour ton projet personnel, mais avec ton superviseur, ta superviseure? Comment est-ce qu'on formate un doctorat pour pouvoir, à côté, avoir des intérêts qui peuvent être entrepreneuriales ou en tout cas de juste être actif dans différents plans comme tu l'as fait. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est négocié? Et, parce que je pense que c'est quelque chose que très souvent les jeunes doctorants, doctorantes se disent, bon, mais là, moi, mon superviseur, il veut que je fasse juste ça. Et on comprend les superviseurs, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Est-ce que tu as des réflexions là-dessus? Oui, bien en fait, au départ, j'avais l'impression, j'avais pensé initialement que l'équilibre n'était pas nécessairement... en fait, il faut vraiment que ça vienne de la personne, ça ne sera pas nécessairement proposé. Fait que faut vraiment que ça vienne de nous. En fait, moi, c'est comme ça que je l'avais abordé dès le début avec mes superviseurs. Je dis, bon, bien, évidemment, moi, j'ai fait un parcours professionnel en physiothérapie, fait qu'initialement, je n'avais pas de bourse quand j'ai commencé mon doctorat. Donc, j'ai dit, bien, moi... je vois ma vie comme une professionnelle. Fait que je suis physiothérapeute, fait que je veux avoir un salaire convenable aussi pour Initialement, c'était aussi parti comme ça. Je veux ma vie avec mon sport, je veux tout ça. Fait que j'avais déjà établi un peu ça dès le départ, que juste faire de l'académique, puis en fait, le doctorat, ça ne me conviendrait pas. Fait qu'on avait déjà mis ça sur la table dès le début. Fait que je pense que c'est vraiment d'en parler, de dire ce qui nous fait du bien, comment est-ce qu'on va le mieux réussir à faire notre doctorat, puis c'est quoi... qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va le mener jusqu'à la fin comme il faut. Puis, fait que je pense que c'est vraiment d'être honnête envers soi-même, de savoir trouver c'est quoi notre équilibre. Parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans quelque chose de très rapide au niveau académique, puis de se concentrer, puis c'est correct. Moi, c'était pas quelque chose qui me convenait. Puis c'est drôle parce que j'ai étudié avec Christophe, puis tout au long, tout le monde disait « Voyons, pourquoi tu fais autant de choses en même temps? » Mais je suis comme ça, je peux pas... J'aurais jamais pu faire mon doctorat autrement que ça. C'était ça qui était ma personne. Fait que je pense que c'est de savoir chacun trouver c'est quoi son équilibre, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis aussi de savoir dire non, et savoir dire oui au moment où on pense que c'est quelque chose qui va nous mener plus loin. Fait que j'ai quand même dit oui à beaucoup d'opportunités qui peut-être ont
retardé la fin de mon doctorat, mais en même temps, c'est pour ces raisons-là aussi que j'ai l'emploi que j'ai aujourd'hui. Fait que c'est de savoir dire non et de participer à nos bons projets, je pense, quand c'est le temps. Est-ce qu'il y a un ou une des autres panélistes qui aurait quelque chose à dire de ce côté-là de... Oui? Ben, en fait, je partage 100% l'avis de Catherine. Je pense qu'il faut... Je pense choisir le bon superviseur aide énormément. Lui partager également c'est quoi votre vision pour ce doctorat-là. Prenez le contrôle de votre expérience aussi. C'est plusieurs années d'une vie quand même des études supérieures. Et être capable d'être transparent sur comment est-ce que vous voulez jongler puis quelle expérience vous voulez retirer de ça. Il y a plein de manières de vivre un doctorat, mais la pire manière de vivre un doctorat, c'est de le vivre de manière passive en rentrant dans un doctorat pour après ça juste attendre session après session puis voir la recherche se faire devant vous. J'ai fait exactement la même chose. J'ai pas eu d'enfants pendant mon doctorat, mais j'ai fait le choix d'intégrer énormément d'activités et d'opportunités pour cumuler de l'expérience qui était hors académique, mais reliée quand même à l'académique. J'ai organisé des colloques. J'ai été pendant 3 ans sur le comité intersectoriel étudiant du scientifique en chef du Québec, au Fonds de recherche du Québec. J'ai travaillé comme interprète. J'ai cumulé des expériences qui fait qu'à la fin de mon parcours, je tombais pas avec aucune expérience. Je tombais pas avec uniquement de l'expérience de recherche. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'expérience de recherche. À tous les jours, je suis reconnaissante d'avoir mon parcours et mon background scientifique qui appuie mes méthodes de travail aujourd'hui. Mais j'ai vécu autre chose. J'ai vécu des relations de politique, d'influence, de l'organisation, de la coordination. On arrive avec un background ensuite quand on passe nos premières entrevues à la sortie du doc. Je pense que c'était fondamental, en fait, pour ma sortie. Y avait-tu un commentaire? Ça, vas-y. Ouais, moi, j'ai pas été aussi adroit ou visionnaire que mes deux collègues, là. Par contre, je pourrais quand même dire que lorsque j'ai fait ma maîtrise, c'est à ce moment-là que j'ai eu comme une activité à l'extérieur qui était intéressante, là, qui était l'entrepreneuriat. Mais je trouvais ça difficile de gérer les deux, là, être entrepreneur à temps plein puis étudiant à temps plein, c'était difficile à joindre. Et donc, lorsque je suis arrivé au doctorat, je me suis dit, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. Tu sais, c'est une bonne idée. Je me suis concentré sur le doctorat. Mais quand je vous entends parler, c'est vrai que j'ai pris d'autres mandats à côté, là. Donc, j'ai travaillé comme assistant de recherche. Des fois, j'ai enseigné. Tu sais, j'ai eu le parcours un peu classique qu'on a lorsqu'on est aux études supérieures, mais j'en ai retiré beaucoup de ces expériences-là, que je réalise aussi que ça m'a aidé dans mon travail. Et donc, comme je vous disais, mon objectif initial, c'était de devenir professeur universitaire. Alors, je me suis dit, je vais m'impliquer dans des projets qui vont me donner peut-être un article scientifique ou deux. Et donc, c'est venu avec, je pense, des bienfaits, mais aussi des fois, on embarque puis un peu aveuglément sur la charge de travail que ça va avoir, puis le coût que ça va avoir sur nos propres études. Et donc, on veut d'autres expériences parce que ça va bonifier notre carrière académique, puis finalement, ça peut pénaliser un petit peu aussi. Donc, moi, ça a été comme ça, je l'ai vécu là, pendant mon doctorat. Donc, mais je me suis quand même impliqué dans d'autres choses. J'ai été représentant étudiant ou autre chose. Mais ça m'a manqué. Ça m'a manqué pendant mon doctorat. Puis ça a fait partie de ma décision pour le après. J'ai voulu m'impliquer dans des organisations communautaires. Puis là, maintenant, je me suis laissé cette liberté-là. Donc, que je ne m'étais pas laissé pendant mon doctorat. Et c'est OK. L'idée, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, mais que la bonne communication avec son superviseur, le bon choix de superviseur, tout ça est très important pour qu'après, on puisse faire un doctorat, qu'on mène à terme, 2, qu'on mène en bonne relation avec les personnes qui nous supervisent, et 3, qu'on ait du plaisir à le faire et qu'on puisse le conclure, et qu'il y ait le moins d'arrêts de thèse possible pour des raisons... en tout cas pour des raisons désagréables ou de santé mentale, etc. Une chose importante qui est ressortie, c'est que toutes les personnes qui sont ici, leur formation, et tu l'as mentionné spécifiquement, Stéphanie, leur formation de recherche a un impact et est à la base de ce qu'ils font aujourd'hui et leur permet de faire ce qu'ils font aujourd'hui, même si le spécifique de la recherche qu'ils ont fait est probablement rendu très loin en arrière maintenant. Et ça, c'est un point très important. C'est de ne pas vous mettre des limites par rapport à où est-ce que vous pouvez aller sur le marché du travail parce que votre sujet de recherche est X. Ça veut
en tout cas, il y a des situations, il y a des domaines où, oui, je ne sais pas moi, on fait du séquençage d'ADN et on travaille là-dedans pendant le doctorat, et après on va travailler dans une pharma et on fait quelque chose qui ressemble beaucoup. Mais vous allez voir par leurs histoires, et quand ils vont commencer à parler de qu'est-ce qu'ils font, qu'il y a plein d'autres compétences transversales qu'on développe au doctorat, mais qui servent dans plein de différents domaines, plein de différents secteurs du tissu socio-économique. Après, une autre réflexion qui me venait, c'est que, et là, je vais poser la question, puis je vais laisser répondre les personnes qui vont répondre, mais quand on s'implique dans différentes activités, que ce soit en comité étudiant, puis là, c'est clair ce que je vais dire, mais aussi de développer son activité professionnelle de physio, etc., organiquement, il y a un réseautage qui vient avec ça. Et donc, on finit notre doctorat avec un réseau assez robuste par rapport à quelqu'un qui a plus fait comme, OK, là, je baisse mes yeux et je fais mon doctorat jusqu'à la fin. Et après, on verra. Donc, est-ce que vous pouvez parler, mais sur toi aussi, dans les choses que tu t'es impliqué, comment est-ce que d'avoir un peu ouvert nos horizons pendant le doctorat, que ce soit dans des organisations étudiantes ou autres, ça vous a amené à être un meilleur ou une meilleure candidate aux emplois que vous avez eus par après à cause de ce réseautage? Ben, je peux en parler. C'est sûr que je pense que dans la vie en général, un réseau qui est fort et diversifié, c'est vraiment extrêmement aidant. Juste pour apprendre de chacun, des expériences de chacun, comment ils voient le doctorat, comment ils voient leur parcours. Tu sais, même si c'est pas ça qui va vous mener à un emploi plus tard, moi, c'est pas ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai fait aussi plein de choses pendant le doctorat parce que je suis comme ça. Hein, je semble engagée sur le plan communautaire. J'ai continué comme orthophoniste parce que j'aimais ça. Puis en fait, un venait nourrir l'autre, je trouvais. Donc, la recherche venait nourrir la pratique venait nourrir la recherche. Mais juste d'ouvrir les horizons. Tu sais, c'est pas mes relations spécifiques qui ont amené à mon emploi, mais de voir la perspective de chacun m'a amené à ouvrir mes horizons et explorer beaucoup plus de choses que j'aurais pensé. Tu sais, on m'aurait dit au début du doctorat, tu vas travailler au gouvernement fédéral. J'aurais fait « Ah ouais! » Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, je connaissais absolument personne qui travaillait au fédéral. Mais finalement, je suis là, puis je suis bien. Tu sais, donc, je pense que c'est ça, c'est cette diversité-là d'expérience qui est une richesse. D'autres réflexions sur le côté réseau? Ben moi, en fait, pour ma part, j'ai un très gros réseau aussi qui m'alimente dans d'autres sphères que mon travail actuel, mais maintenant, j'ai un autre réseau dans mon emploi actuel, mais en fait, c'est plus parce que je fais de l'enseignement aussi ici, fait que j'ai gardé mon réseau académique malgré le fait que j'ai choisi de ne pas poursuivre la carrière académique. J'ai quand même gardé le réseau ici, j'ai pu continuer à enseigner, je coordonne un cours depuis plusieurs années ici, fait que le réseau m'a permis quand même de garder ce lien-là avec l'université et même, en fait, certainement, le fait d'avoir su faire un réseautage m'a aidé à faire un réseautage dans mon nouvel emploi. Tu sais, je le vois un petit peu plus comme ça que nécessairement, j'ai pas eu nécessairement quelqu'un qui m'a référé ou quelque chose, mais quand même, le fait de savoir développer un réseau fait en sorte que tu peux te développer rapidement. Puis comme là, c'est ma 3e année à mon CIUS, puis je viens d'avoir une nomination de gestion. Tu sais, ça fait en sorte qu'on peut avoir quand même une facilité à faire un réseautage puis à se développer dans le réseau, même si on n'avait pas de connaissance de qui que ce soit avant. La facilité de communication reste. Et le réseau, parce que le réseautage, c'est un mot qui des fois fait peur, qui des fois rebute, mais le réseautage, ça peut être juste, moi et mes 3 collègues, on veut inviter des alumni pour faire un symposium, et ça peut être juste ça. Ça, c'est du réseautage à petite échelle, juste autour de vous. Mais donc, après, participer dans des organisations étudiantes plus larges, c'est sûr qu'aller dans des événements de réseautage organisés pour vous par l'université, ça c'est clair. Mais il ne faut pas avoir peur du mot réseautage. Penser, c'est juste, il faut que vous disiez que c'est juste de parler avec des personnes qui ont des profils différents. À chaque mois, là, il faut que je parle avec une personne qui a un profil complètement différent et qui peut-être vient de mon programme, mais qui a fait quelque chose de différent. Je vais lui parler. Je vais l'approcher et je lui demande 20 minutes de son temps pour comprendre comment elle s'est rendue où elle est. Ça, c'est du réseautage.
Il ne faut pas se mettre en costume, cravate, avoir des cartes d'affaires, etc. Même si moi, je trouve les cartes d'affaires, c'est intéressant de les laisser pour que les gens puissent nous recontacter. Mais il faut briser le stéréotype. Si c'est un mot qui nous fait peur ou qui nous fait hérisser les poils, essayez de changer cette idée dans votre tête. Des fois, c'est juste de participer dans des groupes autour de nous, théâtre, je ne sais pas moi, improvisation, impro, etc. C'est aussi du réseautage, d'une certaine façon, parce que, comme disait Pascal, ça élargit nos horizons. Et des fois, il y a des conversations qui font que quelqu'un pense à nous un jour, parce qu'on a montré nos intérêts, et ils vont juste penser à nous pour un travail ou pour un projet qui n'a rien à voir vraiment avec notre petit domaine habituel, et ça nous ouvre ces portes-là. Donc, n'ayez pas peur de réseauter, et pensez à réseauter comme une chose beaucoup plus naturelle et sympa que ce que des fois on imagine. Faites juste pas dire le mot réseauter, C'est ça ça, va vraiment aller mieux. C'est le mot, et il faudrait trouver un nouveau mot. Faites juste être curieux et intéressé. C'est incroyable ce que ça va changer dans votre vie d'avoir un bassin de gens à qui vous vous intéressez, puis apprenez à les connaître, poser des questions. Vous n'avez pas besoin de vous présenter. Le mot réseautage, ça donne l'impression que vous avez besoin de faire une prestation de vous-même. C'est pas ça. Intéressez-vous à l'autre. L'autre va s'intéresser à vous. S'il ne s'intéresse pas à vous, c'est pas une personne auquel vous devriez vous intéresser. Fait que, discartez les gens comme ça. Mais c'est incroyable comment que ça l'ouvre des portes, ce réseautage-là. Ça l'ouvre des réalités. Moi, je travaille en consultation. Quand on travaille en consultation, on travaille dans plein d'industries. Bien, quand j'ai un nouveau client qui arrive ou que je sais que ce client-là arrive avec telle réalité, bien, je regarde dans mon réseau, y a-t-il quelqu'un qui travaille dans cette réalité-là? Salut, peux-tu m'expliquer comment que vous dessinez, tu sais, tel élément, explique-moi ton travail. Puis après ça, j'arrive dans une rencontre, je suis préparée, je sais de quoi je parle. Il y a plein de manières de le faire. Et puis les gens sont beaux, là. Apprenez à les connaître, ça vaut la peine. Puis... Oui, c'est vrai. Puis d'habitude, ce que tu dis, je le dis un peu quand les gens ils me parlent d'être introvertis. Puis je dis que c'est le pouvoir des introvertis, c'est d'écouter, donc d'avoir des questions à poser et de faire la personne raconter son histoire. Souvent, on n'a pas beaucoup de choses, on ne doit pas dire plein de choses, et la personne va nous poser des questions, et là, naturellement, on va pouvoir... mais de penser, OK, là, il faut que j'ai un elevator pitch et que je me présente comme... Ouais, ça... Non, on peut se bloquer en se préparant comme ça. C'est plus intéressant, comme tu disais, de te préparer à arriver avec de la curiosité authentique et de poser ces questions et de laisser la personne... surtout si c'est quelqu'un qui est 5 ans, disons, en avant de vous et qui est dans un emploi qui vous surprend, elle va être flattée là, que vous soyez intéressé par son parcours. Donc, posez-leur ces questions et après, vous verrez peut-être qu'elle aussi, elle va vous revenir avec des questions. Mais oui, c'est un très bon point. Écoutez. Si je peux me permettre, je vous encourage à le faire, à connecter directement avec des gens qui sont dans des industries que vous connaissez ou dans un domaine que vous ne connaissez pas. Maintenant, on a LinkedIn, puis moi, je trouve que c'est vraiment un outil formidable là, pour rencontrer des gens. J'ai participé à un événement un peu comme celui-ci la semaine passée. J'ai encouragé les gens à me contacter. Là, j'ai un peu trop de messages à retourner. Mais ça veut dire que ça fonctionne bien. Les gens, ils rentrent en contact avec nous. Puis même chose pour moi, lorsque je cherchais des emplois, la première chose que j'ai faite, c'est regarder qui dans mes amis connaissait ou dans mes contacts connaissait quelqu'un qui travaillait là ou dans un domaine similaire. Puis je contactais la personne, je disais qu'on a une connaissance commune. Puis les gens vont prendre 15-20 minutes. Ils vont le prendre. Moi, je le prends. Vous le prendriez aussi. Donc, les gens intéressés, ils vont prendre le temps. Puis sinon, ben tant pis. Comme je te rejoins là-dessus. Là. Il n'y a pas de mauvais moment pour débuter ni pour arrêter. Une fois par mois, j'envoie des cold calls sur LinkedIn de personnes qui m'intéressent. Je suis comme, hey, ça te tente d'aller prendre un café? Je trouve que ton parcours est intéressant. Tu es allé au HEC, j'étais allé au HEC, ça vous tente-tu? Puis on se rencontre, on prend un café, on apprend à se connaître, cool. Puis après ça, souvent, notre parcours finit. Ils pensent une opportunité, sinon ils te remettent en contact. Je le fais encore aujourd'hui. Puis c'est pas juste à la fin de l'université qu'il faut le faire. C'est un bon réflexe. Puis ça devient de plus en plus facile. Merci Stéphanie. Tu l'as dit en 30 secondes. C'est le modèle parfait à suivre. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si aller prendre un café, c'est trop vulnérable pour vous, ça peut être juste aller sur Zoom, passer 20 minutes sur Zoom. Vous n'êtes pas obligé. Ça peut être virtuel aussi. Très bien. Mais merci. Je pense qu'on a bien exploré le côté et l'intérêt de se bâtir un réseau, puis de commencer à le bâtir
tôt. Là, j'allais passer avec Christophe à une question qui suit et que tu as parlé un petit peu juste maintenant. Mais avant de commencer à réseauter avec ces personnes-là, tu étais dans ton doctorat, tu avais décidé, là, je finis ça et je me donne à 100% là-dedans. Est-ce que tu peux parler du moment où tu as compris, ah ben finalement, je ne veux pas faire de ça une carrière, et de c'était quoi ta stratégie, ou comment tu t'es pris après pour te dire, bon, oui, il faut que je termine, oui, il faut que je rédige, oui, il faut que je fasse les corrections et que je défende, mais là, maintenant, entre-temps, il faut que je crée un exit plan, comme disait Stéphanie tantôt. Tu peux parler de ça, parce que souvent, un des aspects qui est difficile pour les gens, c'est, mais comment est-ce que, à part de tout ce que je fais déjà, tout ce que je jongle, maintenant, je vais encore préparer mon exploration du marché du travail et réseauter, etc., etc. C'était quoi ton processus à toi? Par où commencer? C'est pas facile à répondre, mais en fait, pendant le parcours doctoral, souvent ces questions-là du après reviennent. Même si je disais que j'étais dirigé, je voulais devenir enseignant, mais je me disais toujours, ouais, c'est pas facile de devenir professeur à l'université. Il faut faire un postdoc, peut-être 2, peut-être s'éloigner. Puis là, je commençais à voir qu'il y avait un écart entre ce que je devais faire ou ce que je percevais que je devais faire pour devenir professeur, puis ce que moi je voulais, dans mes valeurs puis dans mes intérêts. Puis, ça m'a amené à me questionner, puis à voir, c'est peut-être pas la trajectoire que je veux. Et qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer? C'est, en fait, j'ai utilisé les services des ESP là, à l'UDM qui ont offert un cours de préparation, planification, plan de carrière. Puis, ce que je dirais pour répondre rapidement, c'est vraiment la planification de carrière, c'est de prendre des cours, d'être mentoré un peu, avoir une structure pour réfléchir, qui m'a aidé à voir que c'était pas la seule voie pour moi, puis c'est pas la seule voie non plus, le parcours académique qui me permettrait de rester comme engagé, intéressé, puis utiliser plusieurs des aptitudes que j'avais développées. Mm-hmm. Alors, ça a été du travail personnel, du travail sur moi-même, je dirais. Puis, c'est ça. Et donc, le point pivot, ça a été de réaliser qu'il y avait un écart entre ce que je devais faire puis ce que je voulais faire. Mm-hmm. Très bien. Et je te posais la question à toi parce que tu es celui qui avait l'air d'être le plus isolé, le plus dans le tunnel, dans le trou de verre du doctorat pour sortir de l'autre côté. Mais chez les autres panélistes, Christophe a mentionné le mentorat. Et j'aimerais savoir si, de votre côté, et c'est intéressant parce que c'est une question où j'ai 50% des réponses, les gens disent pas vraiment, et 50% des gens vont dire oui. Des mentors, dans votre transition de je suis une carrière académique et finalement je réoriente, est-ce qu'il y a eu des personnes clés qui vous ont aidé dans cette réflexion, qui vous ont peut-être pointé le chemin, ou des services, et ça c'est un point important, il y a des services qui vous sont offerts pendant que vous êtes étudiant, profitez-en. Parce qu'après, à un moment donné, vous les avez plus. Et ça, c'est un très, très bon point. Mais après, c'est ça, l'importance, encore une fois, des conversations, d'avoir quelqu'un qui peut des fois, nous faire lever la tête et regarder un peu l'horizon plus, ou des fois nous dire, toi, je te verrais à faire ça, ou dans ce type d'emploi. Est-ce que vous avez des histoires par rapport à des mentors ou des expériences de mentorat qui vous ont aidé? Donc, en fait, je dirais, moi, des personnes clés dans mon parcours, ça a été co-direction doctorale, mon co-directeur, co-directrice, mon superviseur de postdoctorat à qui je parle encore aujourd'hui, même si ça fait des années que j'ai terminé. Parce que, tu sais, on parlait de l'importance du choix au début, là, quand on a une relation très forte qui se crée avec cette personne-là. Ils nous connaissent bien, ils connaissent notre contexte aussi, vers quoi on aspire. Donc, je pense que ça a été des personnes importantes qui demeurent importantes. Donc, je vous encourage à cultiver cette relation-là. Puis j'ai été aussi chercher des services au postdoctoral à l'Université McGill. Il y avait un centre. Parce que c'est vrai qu'on met tout le temps un peu ça de côté. Hein? C'est comme pas une priorité. C'est comme, oui, à un moment donné, je vais m'y mettre. À un moment donné, je vais m'y mettre. Puis moi, j'aime bien avoir une structure. Là. Fait que là, j'ai rencontré cette personne-là, puis avoir des documents pour analyser qu'est-ce que je veux. Puis en fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'articuler un peu la vision de ce que je voulais dans la vie. Tu sais, plus que de focusser sur c'est quoi le titre que je veux ou c'est quoi l'emploi X que je veux. C'est comme, qu'est-ce que je veux dans la vie, tu sais? Puis
je l'ai travaillé. Puis dans le fond, après ça, je me suis dit, bien, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est contribuer au développement d'une société inclusive. C'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que là, maintenant, le chemin académique est là, c'est possible, ça m'intéresse. Ça se peut que ça n'arrive pas, un peu comme tu mentionnais, hein, c'est des opportunités, des fois ça arrive, des fois ça peut pas arriver. Fait que c'est quoi l'autre possibilité? Fait que c'est à travers ces services-là là, que l'on m'a parlé de la carrière de la fonction publique fédérale, puis de voir un petit peu qu'est-ce que je voulais comme type d'emploi, qu'est-ce que je voulais comme liberté dans mes choix, qu'est-ce que je voulais comme autonomie, qu'est-ce que je voulais comme... mission. Fait que, c'est à travers toutes ces réflexions-là là, que ça l'a amené vers là. Donc là, c'est ça, on lève vraiment la tête. Là, il y a plein de choses, c'est une grande introspection, mais qui après va étayer, va aider le mentor ou la personne qui est spécialisée à comprendre où est-ce qu'elle peut nous orienter, mais qui nous aide aussi, nous, à savoir c'est où les balises de ce qu'on veut, de ce que, tu sais, les non négociables, etc., etc. C'est important. Stéphanie, est-ce que tu allais... Bien, moi, j'ai eu 2 personnes dans ma carrière académique, disons, qui étaient des mentors / des personnes pivots, je dirais, tu sais, des personnes qui t'ouvrent les yeux sur une nouvelle réalité. J'ai eu justement la conférencière que j'ai rencontrée au moment où je terminais mon bac qui m'a amenée à faire une maîtrise sur les langues des signes, Julie Rinfray, qui était une linguiste, qui est une femme passionnée, c'est tout. Tu sais, c'était beau de la voir être passionnée. J'étais attirée par son énergie qu'elle dégageait. Cette personne-là m'a amenée. On n'a jamais travaillé ensemble pour des circonstances autres, mais elle m'a amenée dans son champ. Puis ça, c'était au début de ma maîtrise. Puis dans mes remerciements de doctorat, je remercie cette femme-là encore parce qu'elle a joué un rôle significatif. Elle a été encourageante. Elle était là pour voir que j'étais passionnée aussi. Donc, c'est ça, une personne plus significative. Et sinon, quand j'ai fait mon choix, j'ai eu une direction de maîtrise, une direction de maîtrise. Et quand je suis tombée sur ma direction au niveau du doctorat avec Jean-Pierre, qui était une personne qui... Jean-Pierre voulait me voir en académique. Il me l'a dit quand je lui ai dit qu'à ma 2e année de doctorat, que je ne voulais pas rester dans le milieu académique. Il trouvait ça donc dommage parce qu'il trouvait que j'allais tellement faire une bonne job de prof, mais c'était pas pour moi, puis il respectait mon choix. Puis il me disait, bon, je vais être limitée dans ce que je peux faire pour que tu passes à l'extérieur de l'université, mais je vais tout faire pour que ça fonctionne. Il respectait le fait que j'étais intéressée à aller faire des expériences à l'extérieur de l'université. Et bref, vraiment d'avoir une personne comme ça qui vous supporte. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai terminé mon doctorat. Jean-Pierre puis moi, on se voit encore 2-3 fois par année. C'est une personne qui va rester avec moi toute ma vie. Et sinon, pour les services professionnels, j'étais vraiment pas tannée de l'école après mon doctorat. Fait que j'étais allée faire un MBA à HEC Montréal. Et puis... pour l'emploi que j'occupe en ce moment, au moment où j'ai appliqué pour cet emploi-là, c'était un parcours de 6 entrevues pour être capable de rentrer. Et il y avait un service professionnel de carrière, justement. Et il y a une personne du HEC qui m'a accompagnée pour chacune de ces entrevues-là, qui me faisait des trials. Elle me disait comment me préparer. Aujourd'hui, je ne passe pas une entrevue de la même manière parce que j'ai utilisé ce service-là en particulier et je propage la bonne nouvelle. Là. Toutes les personnes qui passent des entrevues, je suis comme, moi, on m'a montré à faire ci, à faire ça, à me préparer de telle manière. J'ai plein de trucs à vous donner. Mais utilisez-les, c'est gratuit. C'est quand même incroyable d'avoir des gens gratuits qui travaillent pour vous. Là. C'est le bon moment pour dire, ajoutez les panélistes sur LinkedIn et posez-leur ces questions. Là, elles viennent vous tendre une perche, là. Prenez-la, attrapez-la. Mais est-ce que quelqu'un d'autre avait une réflexion sur le côté mentorat? J'ai quelque chose à ajouter, en fait, qui est plus lié à ce que Stéphanie a dit. Tu disais qu'une fois que je voyais que mon directeur respectait tout ça, mais je pense que la première étape aussi, avant de prendre pour faire toutes ces décisions, c'est d'apprendre à faire ses choix, mais aussi de respecter ses choix. Tu sais, de se respecter soi-même dans nos choix. Si tu veux une carrière académique, si tu ne veux pas une carrière académique ou si tu ne le sais pas, bien, parce que moi, par exemple, je ne savais pas, j'ai toujours été très soutenue par, justement, des mentors pour la carrière académique, mais une fois que j'ai dit « Ah non, je ne suis pas sûre que je vais avoir vraiment une carrière académique », on dirait que les mentors étaient comme « Bien, on te soutiendrait si tu vas dans ce champ-là », mais les autres, c'est peut-être, il faudrait que tu en trouves d'autres, comme si vous êtes allé chercher plus à l'externe. Moi, j'ai jamais eu l'idée, on dirait que j'ai jamais eu
je connaissais pas tellement, ou je sais pas, ça a peut-être pas été assez partagé non plus dans mon parcours, mais juste le fait qu'une fois que mes mentors, ça a plus été comme mes proches, c'est mon conjoint, tous mes proches, on a très souvent discuté de ce que je voulais, même au milieu du doctorat, je disais, j'arrête mon doctorat, je m'en vais étudier en génie chimique. Tu sais, à un moment donné, mon chum, il dit, ouais, non, on peut peut-être pas faire ça, là, si, tu sais, fait que, tu sais, de dire, vraiment, je pense qu'il faudrait que tu choisisses ce que tu veux. Si tu veux faire génie chimique, vas-y, mais comme, choisis pour plus longtemps. Tu sais, essaie de trouver ce que tu veux faire plus loin. Fait qu'une fois que je me suis dit, OK, je choisis, je respecte ce choix-là, que je veux terminer mon doctorat, je veux aller dans le bon, tu sais, dans le sens de, moi, c'était plutôt améliorer le réseau puis la santé en général, là. Essayer de soutenir le réseau de la santé, c'était ça plus mon objectif. Je me suis dit, bon, mais on va aller comme ça. Fait que c'était de respecter son choix puis de rester dans cette lignée-là par la suite. Très bien, merveilleux. Maintenant, ces derniers partages m'évoquent une question qui est en lien, et ça vient avec l'introspection. Et j'imagine que dans cet exercice-là, il y avait des questions qui t'étaient posées, des choses à lire, etc. Mais pour ce qui est venu par après, pour ton choix et pour arriver à la job où tu es aujourd'hui, quelle importance a eu dans cette introspection de te challenger toi-même et d'essayer de comprendre quelles étaient tes valeurs profondes? Qu'est-ce qui, par exemple, dans ton jour le jour en recherche, n'allait pas très bien avec toi et que tu aimerais d'avoir différent dans ce qui viendrait dans le chapitre après. Donc, c'est ça, si tu aurais une réflexion à apporter sur c'est quoi le type de questionnement ou quels aspects de toi-même tu as dû mieux apprendre à connaître pour après prendre la décision ou pour après comprendre où est-ce que tu voulais t'en aller par après. Est-ce que c'est clair ma question ou je suis... J'essaye, là. En fait, ça a été un long processus, là. Tu sais, je suis pas de nature quelqu'un qui est très axé vers l'introspection. Je suis dans l'action. Puis mon conjoint, c'est toi qui appelles ton conjoint, il était comme, c'est important, prends le temps, ça va t'aider. Puis j'étais là, non, mais là, je vais trouver. Il était là, mais tu ne trouveras pas ça comme ça, là, ça ne tombera pas du ciel, tu sais, prends le temps. Donc, ça a été beaucoup de... Tu sais, j'ai de la misère à donner une question ou un élément. Je prenais le train à ce moment-là pour me rendre à McGill, donc j'avais beaucoup de temps de réflexion. On voit les annonces, j'ai le temps de tricoter, moi, j'ai eu le temps de faire mon choix de carrière. Donc, c'était de voir, en fait, tu sais, quand j'étais en orthophonie, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui venait me chercher, qu'est-ce qui me manquait là-dedans qui faisait que j'étais allée chercher d'autres choses. La recherche, ça fait encore partie de moi. On peut en faire au gouvernement fédéral, puis c'est vers ça que je veux retourner. Fait que c'est pas tant, tu sais, qu'est-ce qui me dérangeait, c'était plus que si la carrière académique n'était pas possible pour moi, comment je pouvais m'actualiser comme personne. Fait que c'était un peu ça ma réflexion, puis de vraiment aller voir, bien, justement, dans le doctorat, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, puis il y a vraiment un travail d'honnêteté avec soi-même qui prend du temps, mais qui a vraiment valu la peine de le faire, puis d'en discuter avec les autres, d'en discuter avec ses proches. Des fois, on se connaît, mais tu sais, on parlait de connaissance de soi tantôt, mais des fois, on ne se voit pas aller aussi. Ou tu sais, il y a des choses qu'on ne veut pas s'admettre, que non, mais ça ne me dérange pas, t'es sûr, ça ne te dérange pas, tu sais. Fait qu'il y a des petits éléments, des fois, comme ça, qui aident à guider, fait que de prendre le temps. Mais j'ai pas de questions magiques, tu sais. Ça a pris du temps, mais je suis contente d'avoir pris le temps. Oui. Mais en tout cas, tu as un peu répondu à ce que je voulais, on ne peut pas aller quelque part en expédition si on n'a pas même si elle est rudimentaire, une cartographie de où est-ce qu'on va. Puis ça commence à l'intérieur de nous. Et un bon point de départ, c'est qu'est-ce qui me laisse inconfortable là où je suis aujourd'hui. Et là, on parle du doctorat, en tout cas d'être en recherche ou du postdoc. Et est-ce que si j'étais à une autre place, ça s'arrangerait, puis là, j'aurais plus le fun. Tu as aussi mentionné d'autres choses. C'est une bonne façon d'apprendre ça, c'est de parler avec des gens qui sont dans ces places-là. Donc, on retourne au réseautage et à son importance. Parce que souvent, c'est ça va être l'équilibre vie-travail. Et puis ça, j'entends plein d'étudiants qui m'en parlent tout le temps. Et encore une fois, il y a des gens qui sont très bien... Il y a des personnes différentes qui sont côte à côte au labo, puis il y en a une qui est toujours en 5e vitesse et elle voit juste l'arrivée.
Et il y a quelqu'un à côté, un peu plus comme Catherine, qui, non, il faut que ça varie, puis je vais prendre plus de temps, mais il y a d'autres choses qu'il faut que j'aille chercher tout le long, et c'est OK. Mais si on veut faire une transition qui marche, parce que moi, en tout cas, ce que je veux pour vous, c'est que la première, elle marche tout de suite, mais c'est un processus. Mais il faut se connaître, et le premier terrain à connaître, c'est soi-même. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous, on ne s'adonne pas tous à ça facilement, mais d'avoir un service ou un spécialiste, un mentor qui nous aide, ben, c'est clé pour... parce que c'est difficile de se mettre devant le miroir et de regarder toutes les rides, les choses. Oui. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas très facile. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions par rapport à ça, l'introspection, ou quelle valeur je me suis dit qu'il fallait qu'il soit respecté dans ma job que je vais chercher? Y a-t-il d'autres... Bien, selon moi, le travail d'introspection, là, dit comme ça a l'air très... c'est monastique, là, mais c'est pas ça, en fait, là, selon moi. En fait, c'était très stimulant, puis j'ai essayé de l'intégrer, comme moi, c'était plus à la 4e année, 5e année de mon doctorat, là. Donc, puis ça s'est fait, j'ai eu besoin de cette aide-là par des mentors. Ce que j'ai apprécié, c'est que moi, en faisant l'exercice de réfléchir sur ce que je voulais pour moi dans différents volets de ma vie, dans 1 an, 3 ans, 5 ans, ça m'a amené à y réfléchir régulièrement puis de façon structurée. Donc, la manière que c'était fait, ton plan de carrière commence avec ça. Puis moi, je trouvais que c'est un exercice un peu bébé, là, au début. J'étais comme, oh my God, non, ça me tente pas d'écrire ce que je veux pour moi dans 1 an. Mais le faire, ça m'a permis de voir qu'est-ce que je pensais en ce moment, d'y réfléchir. Puis ça allait évoluer. Ça allait évoluer, puis j'ai pu voir comme 4-5 mois après que ça allait changer parce que j'y revenais des fois. Donc, c'est d'intégrer cet aspect réflexif-là sur sa carrière. Puis justement, les thèmes que vous avez abordés, là, c'est de réfléchir à ce qu'on aime, puis qu'est-ce qui est important, puis signifiant pour nous. Pourquoi on fait... Qu'est-ce qui nous a intéressés dans nos études? Bien, c'est ressorti. C'est ressorti là, puis je me suis rendu compte justement que pour moi, ce qui était important, c'est de travailler, oui, dans la science, mais dans la santé. J'aimais bien le côté entrepreneurial. Fait que j'ai placé un peu tout ça ensemble, puis j'ai essayé de trouver des entreprises ou des milieux de carrière qui étaient proches de ces 3 domaines-là. Donc, puis je me disais qu'il y avait d'autres carrières que celle de professeur à l'université qui pourraient convenir à ça. Combler ces besoins annexes. Très bien. Alors maintenant, moi, parce que là, on a parlé réseautage, on a parlé introspection non monastique. En tout cas, on a parlé aussi d'où venaient les différents intérêts des panélistes académiques. Et maintenant, on va parler de les conversations, parce que là, c'est avant qu'on soit en recherche d'emploi. Mais là, maintenant, on sait qu'on veut changer, on arrive à la fin de notre doctorat, et là, il faut commencer à parler avec des gens, regarder des offres d'emploi, faire des entrevues. C'est ça, j'aimerais en parler un petit peu avec chacun de vous. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été plus par le réseautage, avec des personnes qui nous connaissaient ou qu'on connaissait et qui nous ont pointé le chemin? Est-ce que c'était plus l'approche intense de là, je collectionne des offres d'emploi, je vois celles que j'aime et là, je postule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une histoire particulière par rapport à ça? Ou, parce que sinon, je peux juste commencer d'un côté puis aller... OK, alors Stéphanie, vas-y. Je pense que tout le monde va avoir une expérience très différente à la sortie. Dans mon cas, ça a été des envois massifs, là. J'ai défendu ma thèse. En fait, j'ai terminé mon doctorat, ça faisait 5 mois que la COVID avait kické in-ish. Fait que magnifique période pour se trouver une job, là. C'est vraiment, je le recommande. Donc, ça a été envoi massif et je ciblais beaucoup le milieu de la santé. Je sortais d'un centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ça faisait du sens pour moi d'être dans cet environnement-là. Mais tu sais, comme beaucoup là, de CV d'envoyer, puis c'était comme décourageant, parce que tu te dis, ben ça marche pas, mais effectivement, tout était gelé, les gens travaillaient de la maison, et puis même s'il n'y avait pas COVID, ça se pourrait que ça vous arrive aussi, ce scénario-là. Puis après, ben, ça prend une job que tu commences puis que tu fais. Après, tous les autres emplois que j'ai eus suite à ce premier emploi-là, à la sortie de l'université, c'était
dû à du réseautage et des contacts internes. Fait que ça vous montre toute l'importance d'avoir un réseau de cette nature-là puis d'être capable d'entretenir ça. C'est souvent « Ah, j'ai pensé à quelque chose », mais encore aujourd'hui, ça risque d'être... Je dis pas que je vais jamais réappliquer sur une job à proprement dit, là, l'emploi que j'occupe en ce moment. Il y avait un processus d'entrevue quand même si c'était une référence. Faut vraiment pas se décourager. Et il faut pas non plus... j'utilise plein de mots en anglais, je suis désolée, là. Faut pas non, en français. Faut pas statuer pour nécessairement ce qui va être le premier emploi en sortant de l'université. Testez. T'sais, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous. Vous pouvez rester 1 an. Vous n'avez pas besoin de trouver la job où vous voulez rester 15 ans non plus. Apprenez à vous découvrir sur le marché de l'emploi. Vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne moins. Plein de choses à tester. Le milieu public, le milieu parapublic, le milieu privé. Vous allez voir un fit. Puis si vous vous sentez pas à votre place, en quelque part, c'est pas parce que c'est vous le problème. C'est juste que c'est pas un fit. Trouvez autre chose et puis ça va aller mieux. J'ai en tout cas une réflexion. Moi, j'ai connu quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir la job qu'elle voulait et 6 mois, elle a fait 6 mois à une entreprise dans le même domaine plus petite et après ces 6 mois, elle a réussi à aller à celle qu'elle voulait en premier. Donc, des fois, c'est même plus rapide qu'un an. Mais j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre, je me souviens avec toi, tu m'avais en pré-entrevue parlé de ce processus de le premier envoi de CV et d'avoir peut-être une réponse, puis après on s'améliore aussi et il y a des choses qui changent. Le plus on fait le processus ou d'entrevue ou en tout cas de réponse à des offres d'emploi, on s'améliore aussi. Tu avais donné des chiffres qui étaient frappants quand même par rapport à ton expérience. Ouais, ben un peu comme... Excuse-moi. Stéphanie, excuse-moi. C'est pratique. Je suis habitué en Zoom, on l'a. On a le nom de la personne. Désolé, Stéphanie. C'est ça, désolé, Stéphanie. Moi aussi, ça a été un envoi initialement à quelques employeurs. Puis, fait quand même cocasse, là. Je pourrais donner la statistique, mais j'avais pas de réponse. Tu as l'impression que tu envoies une lettre, puis c'est comme dans le vide. Ça tombe dans le vide, il n'y a pas de retour. Puis je l'ai vécu même après mon premier emploi là, avec Axelis. C'est arrivé pour moi d'essayer d'appliquer à d'autres endroits. Puis quand c'est lettre morte, c'est inquiétant, mais en même temps, on se fait une petite carapace, puis on se dit, ben ça fait partie du jeu, puis jusqu'à avoir de temps en temps des contacts, des retours. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas penser que c'est difficile de changer d'emploi ou de changer de trajectoire juste après le doctorat. Là. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à d'autres moments. Mais où je trouvais un fait cocasse, c'est que le poste que j'ai occupé chez Axelis n'a pas été celui... Je n'étais pas convaincu, pas du tout, en fait, que j'allais pouvoir appliquer dessus. Là. Quand c'est un ami d'un ami qui m'a envoyé la demande, ben, pas la demande, mais l'offre d'emploi. Quand je l'ai regardé, il y avait des mots comme connaissance des modèles Pestel, FFOM, mesure d'impact, domaine de l'innovation, propriété intellectuelle. J'étais comme, hey, je peux pas faire ça. Puis le nom, en plus, c'était analyste société culture. Analyste société culture, ça veut rien dire. Moi, j'ai une formation en santé, là, comme je peux pas faire ça. Et ça a été en regardant justement mieux quel était le poste, c'était quoi les rôles, les exigences, que je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Puis après ça, ben, ça a été juste des très bons... la lettre que j'ai écrite, ben, ça faisait 3 ou 4 fois que j'en écrivais, donc je commençais à être un peu meilleur. Je savais qu'il fallait que j'appelle des gens pour mieux peaufiner ma lettre. Fait que j'ai appelé des gens chez l'entreprise pour connaître un peu c'était quoi leurs défis. Fait que j'ai utilisé les bons mots-clés à ce moment-là. Puis là, je pense que l'histoire le dit. Là, j'ai réussi à obtenir l'emploi. Puis, autre fait, si je peux me permettre, c'est pendant le premier rôle d'analyste, bien, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup plus la gestion de projet, puis peut-être la direction aussi, là, qui est quelque chose qui m'intéresse dans le futur. Puis, rapidement, je me suis dit, il faut que je développe certaines aptitudes, il faut que je mette de l'avant certaines aptitudes que j'ai au travail. Puis quand l'opportunité est arrivée, qu'il y a un poste qui s'est ouvert, j'ai pu appliquer dessus. Et donc, je suis resté analyste 8 mois, puis je suis devenu gestionnaire de projet assez rapidement. Donc, tu sais, comme tu disais, le premier emploi, c'est peut-être pas ton emploi de rêve, mais ça va te permettre d'apprendre à te connaître ce que tu veux, toucher à différents milieux, puis...
ça, je vais juste faire un pont par rapport à ce que tu dis parce qu'on a une audience qui est particulièrement féminine. Ce que tu mentionnais, de regarder une description d'emploi et d'attendre de cocher toutes les cases avant d'appliquer, puis c'est bon parce que tu l'as nommé, toi tu l'as ressenti, mais c'est aussi un comportement qui est typiquement féminin selon les études, c'est démontré que souvent les femmes attendent de cocher toutes les cases avant d'appliquer sur un rôle. Il y a plein de choses que vous apprenez en ce moment qui sont des compétences transversales, que vous êtes capable d'appliquer. Apprenez un petit peu c'est quoi les nuances entre les deux, mais vous n'avez pas besoin d'atteindre tout. Vous avez en masse d'espace pour apprendre. Un 50 des tâches listées, c'est bien en masse pour appliquer. Là. Essayez-vous, là. Vraiment. Oui, c'est ce qui vous... J'allais dire, ce qu'ils vous mettent sur l'offre d'emploi, c'est leurs candidats 5 étoiles, ou qui auraient tout ce qu'ils veulent. Mais après, tu parlais de fit, souvent en entrevue, ou si on parle avec quelqu'un dans l'entreprise, là, on comprend que finalement, le fit est là pour d'autres raisons, et on peut l'avoir, l'emploi, même si, sur papier, on est à, je sais pas, 70%. Donc, c'est ça, il ne faut pas s'auto-éliminer d'un processus d'embauche parce que, là, j'ai 3 cases que je ne coche pas totalement. Pascal. Oui, bien, en fait, au public, les processus d'embauche, c'est vraiment différent. Là. Donc, dans le fond, moi, j'étais rentrée dans des bassins, puis ensuite, c'est eux qui viennent, eux étant les gestionnaires ou les directions, qui ont ton profil, ton CV, puis là, ils viennent te chercher pour des entrevues. Mais un peu en lien avec ce que tu mentionnais, dans le processus d'embauche, en premier, c'est un formulaire à remplir, facile, on est habitué de faire ça. 3-4 mois plus tard, je reçois une tâche écrite. Là, j'ai dit, OK, attends un petit peu. Dans le fond, qu'est-ce qu'il me demande de te faire? Puis j'avais 2 jours pour le faire. Puis j'étais là, OK, dans le fond, il me demande de prendre une problématique, d'aller faire un peu une espèce de recension de ce qu'on connaît dans le domaine, de ressortir les points de vue de chacun, d'en faire une synthèse, puis d'arriver avec une recommandation. Fait que j'ai dit, je pense que je suis capable de faire ça. Fait que, dans le fond, je me suis lancée. Fait que c'est aussi de se faire confiance parce qu'on a parlé un peu des compétences transversales. C'est ça aussi qu'on apprend, dans le doctorat, dans le post-doctorat. Là, mon emploi n'a aucun lien avec les mines, là, je veux dire, aucun. Mais j'ai quand même le même processus que je suis en train de faire. Puis on me demandait une note de brefage. Je sais quoi, c'est une note de brefage? C'est Google. Bon, tu sais, on a développé tellement de belles aptitudes que même si, des fois, on a besoin de s'éloigner un petit peu de ça ou d'avoir une ouverture d'esprit dans la recherche d'emploi, bien, tu sais, on s'appuie après sur ces compétences-là. Fait qu'il faut se faire confiance aussi dans cette recherche d'emploi-là, là, même si c'est différent de ce qu'on connaît ou de moi, ce que j'avais vécu dans les entrevues en orthophonie, mettons. Là, on était complètement ailleurs. Complètement différent, oui. Une mise en situation, les mines, etc. Bon, c'est intéressant. Mais ça démontre une chose que moi et on est toute une communauté qui essaye d'amener ce message après un doctorat, vous pouvez faire plein de choses et il faut pas, personne ne va vous demander, je pense personne, en tout cas dans vos entrevues pour les emplois où vous êtes aujourd'hui, est-ce que votre liste de publications est venue à la conversation? Non, c'est ça. Personne ne va vous poser ces questions-là. Ce qu'ils vont savoir, c'est comment vous amenez toutes ces capacités-là pour résoudre leurs problèmes à eux qu'ils essayent de résoudre ou pour aider la clientèle qu'eux, ils veulent aider. Et là, on a plein de belles affaires à apporter comme profil PhD. Maintenant, une des questions que je trouve qui est intéressante et que j'aimerais savoir vos histoires, mais en tout cas, les processus sont différents et vous n'êtes pas tous à la première job, mais est-ce que vous avez dû repenser comment vous présenter? Parce que là, je me présente en entrevue d'emploi, j'ai étudié sur tel domaine très pointu, et là, la personne devant moi, elle veut que je travaille dans quelque chose de différent. Donc, est-ce que vous êtes passé par un deuil par rapport à « je suis une ou un scientifique » et est-ce que vous avez eu devant vous des gens qui vous ont dit « mais là, vous avez fait jusqu'au doctorat, puis maintenant vous êtes ici devant moi pour un emploi » parce qu'il y a des gens qui me rapportent ça, que des fois, il y a des employeurs qui ne comprennent pas comment est-ce que quelqu'un fait tout ce cheminement académique et après veut aller dans le milieu privé. Est-ce que vous avez des histoires aussi intéressantes par rapport à ça, des conversations un peu cringe en bon français? Mais je peux y aller. Mais c'est sûr que si je me présente à un nouvel emploi puis que je fais « Salut, moi j'ai un doctorat » ou
J'ai été capable de cerner la distinction d'effets de réserve cognitive dans le cerveau entre les personnes âgées qui utilisent une langue à modalité visuospatiale, particulièrement la visualisation spatiale. C'est sûr que, tu sais, ils savent pas, là, mais si je leur présente que j'ai un background scientifique, j'ai fait un doctorat qui m'a amené à être complémentée par des réalités business parce que j'ai fait un... Tu sais, il y a plein de manières de le présenter, parler le langage qu'eux comprennent. Si vous allez trop dans votre sujet d'intérêt, c'est pas ça qui va les intéresser. Et par ailleurs, c'est tout dépendamment, là, tu sais, c'est pas ton cas, Catherine, mais souvent, dans certains secteurs, c'est pas nécessairement le sujet dans lequel vous travaillez qui va être utilisé. C'est plus ce que vous avez appris dans vos méthodes de travail. Bien, mettez vos méthodes de travail de l'avant plutôt que le sujet. Je dirais, moi, ce qui a été aidant aussi pour les personnes avec qui j'ai discuté, c'est qu'ils comprennent le fil conducteur. J'en ai parlé un peu tantôt là, de la vision que j'avais. Une fois que le fil conducteur était comme clair, bien, c'était « Ah, ben oui, dans le fond. » Puis après ça, il y avait aussi une belle ouverture à comprendre qu'est-ce que ça avait été, les travaux, pourquoi on s'était penché là-dessus, puis ça pouvait être quoi la contribution dans le poste actuel. Là. Mais je dirais, pour moi, ça a été comme l'élément là, facilitant là, pour expliquer un peu le parcours. Ce que je peux peut-être ajouter, en fait, c'est, oui, il y a plein d'emplois qui existent qui ne sont pas tout à fait en lien avec le doctorat, mais il y a plus d'emplois qui existent. Il y a pas plus, mais il y a aussi des emplois qui existent qui peuvent être en lien avec les doctorats aussi. Fait que, et même à l'extérieur du milieu académique. Fait qu'il ne faut pas les oublier, puis il faut les chercher un peu. En fait, moi, je ne vous ai pas dit encore comment j'ai trouvé mon emploi, là, mais en fait, moi, j'ai commencé à chercher avant de finir mon doctorat. J'ai suspendu mon doctorat. Puis j'ai travaillé dans le réseau public. Après ça, j'ai eu mon enfant. Après ça, j'ai trouvé un autre job. Ils m'ont attendu pour... Tu sais, j'avais déjà mon emploi. Je travaillais une journée semaine pendant que je faisais ma rédaction sur le côté. Fait que, tu sais, quand quelqu'un voit que ton parcours est pertinent, il ne faut pas hésiter à appliquer. Puis moi, le truc que j'ai pour vous aussi, c'est essayez de vous inscrire à des fois des listes de... Par exemple, entre autres, dans le réseau public, il y a des listes d'envoi d'emplois qui vous disent, qui vous montrent, si vous voulez des emplois en recherche, si vous voulez des emplois comme, tu sais, dans toutes sortes de domaines, vous pouvez juste les recevoir puis les lire, puis à un moment donné, vous dites, hey, ça existe aussi. Fait que, tu sais, même à l'inverse, de pas juste avoir à se vendre en essayant de coller ses connaissances, mais de dire, hey, il y a vraiment des choses qui nécessitent même vos connaissances dans toutes sortes de réseaux, que ce soit privé ou public, tout ça. Fait que dans les deux sens aussi, informez-vous de ce qui existe comme emploi qui peut vous intéresser. Oui. Je te parlais dans l'introduction de la question, tu as nommé un peu la perte identitaire ou tu as nommé la question d'identité. Puis je trouve que c'est un thème intéressant. Quand j'ai fait la transition, ou quand j'étais en train de faire la transition, bien, je me disais, ben moi, je suis un étudiant au doctorat, où je veux devenir potentiellement chercheur. Maintenant, j'ai perdu ce nœud-là. Là. Tu sais, pour moi, c'était un peu... avoir un doctorat, c'était un peu aussi aller chercher un statut ou avoir un peu un stamp de ma valeur. Tu sais, comme tu es capable de faire de la recherche, tu es capable de produire des connaissances, mais il y avait quelque chose que je voulais aller chercher avec ça. J'ai rapidement réalisé que c'est pas ça, c'est pas le diplôme qui t'accorde la valeur. Mais ça a été quand même longtemps, ça a pris du temps. J'ai comme une espèce de modification de mon identité ou de mon rapport à ça. Fait que ça, c'est intéressant. Puis maintenant, mais je dirais que je suis beaucoup moins attaché à mon titre, à mon rôle, puis je vais vraiment partager, dépendamment de mon audience, je vais mettre de l'avant qu'est-ce que je veux mettre dans mon poste. Fait que si en ce moment, je suis en service conseil plus scientifique, je vais rentrer un peu plus en détail sur mes expertises scientifiques. Et à l'inverse, si je suis plus avec des entrepreneurs, je vais juste dire, j'en parlerai des fois même pas. Là. Je vais juste leur parler du côté business que je connais, puis pour essayer d'avoir leur langage à eux. Et donc, je m'attache beaucoup moins à cette identité-là qui vient avec être étudiant doctoral et autres. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que vous faites tous et toutes des choses qui vous passionnent et où vous mettez à profit la façon dont vous avez été formaté par le doctorat, dans une façon de penser, d'analyser des données, de résoudre des problèmes. Et ça, c'est quelque chose d'important de vous dire à vous qui nous regardez, parce que souvent aussi on peut avoir peur de « Ah, mais si je sors des murs de l'université, je vais devoir me contenter de faire quelque chose qui est moins stimulant
intellectuellement, ou je vais devoir vendre quelque chose, ou etc. Et vous voyez là, j'ai des hochements, c'est pas le cas. Et donc, pour illustrer ça, j'aimerais passer, et je pense que là, c'est comme c'est le moment d'un peu finir l'entrevue, puis pour qu'on ait le temps de faire des questions aussi. J'aimerais, et je vais peut-être commencer d'une façon différente avec Pascal, que vous disiez chacun qu'est-ce que vous faites au jour le jour dans votre job, puis de faire un peu le lien avec qu'est-ce que j'ai apporté, c'est quoi la compétence, là où les compétences transversales que dans telle ou telle tâche, telle ou telle mission, je mets à profit. Et c'est ça, mentionner quelque chose que vous adorez dans ce que vous faites. Donc, Pascal, avec toi en premier. Oui, OK. Donc, en fait, concrètement, ce qu'on fait au secrétariat, c'est qu'au Canada, ils essaient d'implanter, ben, pas ils essaient, ils sont en train d'implanter un système de garderie sur le modèle des CPE au Québec. Donc, c'est le plus gros investissement social depuis l'assurance-emploi. C'est des milliards de dollars. Fait que même si on n'entend pas énormément parler au Québec parce qu'on a le réseau de CPE, c'est vraiment très significatif dans le reste du Québec. Fait que ce qui me passionne, je dirais, là-dedans, c'est la mission, l'inclusion, permettre aux femmes qui le souhaitent, parce que majoritairement, les femmes vont rester à la maison, là, dans le reste du Canada, quand un des parents doit rester à la maison. Donc, de permettre aux femmes qui le souhaitent de retourner sur le marché du travail. C'est un système de garde qui se veut inclusif. Donc, il y a vraiment un aspect, l'inclusion des jeunes qui ont handicap ou qui ont des difficultés. Donc, ça, c'est vraiment là, ce qui me passionne. Je travaille avec une équipe aussi passionnée, donc ça, c'est hyper, hyper important, cette richesse-là. Dans le quotidien, c'est extrêmement varié. Tu sais, on travaille à l'implantation des ententes, donc je vais beaucoup utiliser mes habiletés de communication orale, communication écrite, synthèse, analyse, parce qu'en fait, on travaille en collaboration étroite avec les provinces et les territoires. Donc, c'est en fait aussi parfois d'avoir à convaincre la gestion ou la ministre qu'on doit soutenir un plan d'action, que ça permet d'atteindre les objectifs de l'entente. Donc, c'est quoi nos arguments, en quoi ça correspond à ce qui a été entendu. Donc c'est ça. On travaille aussi à tout ce qui est analyse des données que les provinces et territoires nous partagent pour démontrer leur réussite. Donc, c'est beaucoup des négociations, puis de soutenir l'équipe de gestion dans les négociations. Fait que, rapidement. Excellent. Ouais. Et si je comprends bien, il y a beaucoup de parties prenantes avec qui tu dois communiquer. En tout cas, c'est pas solitaire comme job, si je comprends bien. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est ça, puis ouais. C'est important aussi de le dire. C'est pas parce qu'on vient avec un profil différent que là, on est juste tout seul à notre bureau à faire quelque chose. Tu travailles dans une équipe que tu l'as mentionné, tu aimes, tu apprécies, et que ensemble, c'est le fun de faire avancer ce projet c'est un super projet. Très bien. Là, je vais sauter. Catherine, de ton côté, parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu fais et c'est quoi le lien avec ta formation? Oui, bien en fait, je vais vous parler de mon rôle plus de professionnel initialement parce que c'est plus récent que je suis gestionnaire. Donc, je suis rentrée au CIUS du nord de l'île de Montréal il y a environ 3 ans. Et initialement, c'est moi qui ai créé l'unité d'évaluation des technologies, des modes d'intervention en santé. Fait que j'étais appelée vraiment à faire ça au départ, donc créer l'unité. Puis qu'est-ce qu'on fait en évaluation? C'est que quand un directeur, une directrice ou d'autres gestionnaires voulaient prendre des décisions pour son service, pour ses services, dans le fond, ils pouvaient faire appel à notre unité pour aller voir qu'est-ce qui existe dans la littérature. Fait dans le fond, nous, on réalise les recensions de littérature pour les gestionnaires. Ça peut même être la PDG, bref, ça peut être toute la haute direction du CIUS qui nous pose des questions. Puis, nous, on arrive avec des recensions. On a d'autres outils aussi, on peut faire des consultations, donc utiliser différentes méthodes et on peut arriver avec des constats ou des recommandations pour les orienter dans leurs décisions. Fait que ça, c'était le premier volet, en fait, qu'on est arrivé. Donc, on appelle ça des ETMI. Donc, on réalise des ETMI pour les décideurs. Vu que vous me connaissez un peu, là, depuis le début, je suis toujours en train de faire d'autres postes en même temps. Fait qu'on m'a demandé, dans le fond, de faire certaines tâches aussi au niveau de l'innovation. Fait que dans l'innovation, les rôles qui existent, disons, si c'était mon poste seulement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des évaluations pour les innovations. Donc, il y a eu des projets qui se sont faits, entre autres dans les projets vitrines qui ont été lancés par MedTech et le gouvernement aussi, les différents ministères qui ont implanté, par exemple, de la télésurveillance à distance chez les usagers.
Puis là, nous, on a évalué est-ce que la surveillance, est-ce que c'était bien économiquement, ressources humaines. On fait vraiment une évaluation de la technologie pour voir est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'on devrait l'adopter dans le réseau à grande échelle. Donc, c'est vraiment proche de la recherche, mais ça s'appelle de l'évaluation. Donc, on a des fois, on a certains projets même qui sont en collaboration avec le centre de recherche de Notius ou de d'autres établissements, parce qu'on soutient aussi d'autres établissements à faire ça. Et tout ça m'a amené, c'est très nouveau, en fait, l'innovation, c'est nouveau, mais je veux dire, que ça rentre dans le réseau comme ça, c'est assez nouveau. Fait que les méthodes existent, oui, dans certaines études, mais tout est en développement. Tu sais, comment est-ce qu'on fait les rapports? Comment est-ce qu'on rapporte au ministère les points principaux? Fait qu'on est beaucoup dans la création de méthodes, de comment on développe nos façons de faire. Fait que j'ai beaucoup été appelée à faire ça dans les dernières années, ce qui m'a amenée à vouloir faire avancer l'équipe. Toujours, comment est-ce qu'en équipe, on peut développer tout ça? Puis c'est là que l'idée de devenir gestionnaire, mais avant, je voulais être gestionnaire juste pour être gestionnaire, alors que maintenant, je me dis non, je veux vraiment faire avancer l'équipe. C'est ça, dans ma tête, je suis tout le temps en train de penser comment on peut faire mieux dans le réseau, comment est-ce que l'équipe va être plus efficace, comment est-ce qu'on peut faire des projets qui vont faire avancer la société. Fait que c'est vraiment comme ça que j'en suis venue à avoir différents rôles, même dans mon propre rôle de professionnel. Fait que je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que même quand tu es à une place, tu peux réussir à avoir tellement de ramifications que tu peux continuer à travailler sur toutes sortes de choses intéressantes. Merveilleux. Et ça, avant de passer à Stéphanie, un point important dans ce que tu viens de dire, c'est qu'avec votre profil, si la première job qui arrive n'est pas exactement celle que vous vouliez, très souvent, surtout si vous êtes dans une institution, que ce soit gouvernementale ou municipale, etc., ou dans une entreprise, on a le potentiel après d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Des fois, il faut juste se permettre de faire cette première job-là. C'est quoi en anglais, ils disent commencez à la salle de la poste et après vous pouvez évoluer. Mais donnez-vous gardez cette idée aussi de ça se peut que quand je vais frapper aux portes au début, ça va pas marcher. Et là, il y a quelque chose qui va marcher qui n'est pas exactement ce que je veux. Mais cette institution-là, cette entreprise-là, j'aime ce qu'ils font. On entre et après, on va être capable, avec notre background, de se mettre de l'avant, mais aussi de démontrer nos capacités, de démontrer notre intérêt et de démontrer que, à part mes tâches que j'ai, je peux aussi faire ça, et à un moment donné, on évolue dans l'institution. Je voulais juste faire ce point, très important. Merci. Stéphanie. Les deux éléments que j'utilise dans mon parcours d'études dans le cadre de mon travail, c'est la résolution de problèmes complexes et mes connaissances plus statistiques, je dirais. Les fondements de l'intelligence artificielle, machine learning, c'est des modèles statistiques. Je n'ai pas fait d'intelligence artificielle au niveau de mon doc, mais je comprends suffisamment cet aspect-là pour être capable de ramener ça dans la résolution de problèmes complexes. Dans mon travail en service conseil, notre réalité, c'est qu'on a des clients de tout type d'industrie qui arrivent avec un besoin. Donc, ils ont besoin de faire de l'intelligence artificielle parce que c'est une entreprise en région qui a de la difficulté avec le recrutement. Ils ne sont pas capables d'augmenter leur capacité. Ils ont besoin d'automatiser certains de leurs processus. Parce que le président a entendu à la télévision que l'intelligence artificielle allait révolutionner la planète, qu'ils se doivent d'intégrer ça dans la compagnie. Parce que la compétition entre en force et qu'ils doivent accélérer leur manière de produire, par exemple, dans le milieu manufacturier. Et en fonction donc, on a un client qui arrive avec un problème et nous, on s'assoit avec ce client-là et on crunch un problème pour trouver une solution. Donc, on va aller creuser différents aspects de leur réalité. On va aller comprendre, écouter, faire une analyse, synthétiser et émettre une recommandation ensuite. Recommandation qui se décline. Ensuite, nous, la compagnie pour laquelle je travaille a le privilège d'être assez versatile dans les solutions qu'ils peuvent proposer. Donc, suite à la recommandation, souvent, on va développer des solutions technologiques nous-mêmes. On va émettre des recommandations plus au niveau du conseil stratégique, formation, etc. Mais c'est vraiment ce core d'habileté-là d'être capable de prendre un problème complexe, de prendre un ensemble d'informations comme on fait au moment de la recension de littérature, par exemple, dans une thèse, et de synthétiser ça pour émettre, de se fonder, d'écrire des hypothèses. Encore aujourd'hui, je base mon travail sur l'émission d'hypothèses pour ensuite proposer des résultats.
Oui, Christophe? Ben, rapidement, je vais reprendre ce que tu dis. Puis moi, c'est un peu l'inverse. J'arrive avec il y a des chercheurs universitaires, des étudiants qui viennent vers nous pour qu'on trouve un problème concret à leur solution. En fait, les chercheurs vont développer souvent des solutions qui sont issues des besoins scientifiques et de temps en temps, dans certains domaines, c'est plus présent, mais il y a un besoin tangible. Soit il y a des besoins en santé ou il y a des besoins autres. Et nous, notre rôle, en fait, c'est d'évaluer si ce besoin scientifique-là et la solution qui a été développée, si elle est, comment je peux dire, si ça vaut la peine qu'on continue les investissements, soit en temps, en argent, en développement. Puis la manière qu'on le fait pour s'informer, c'est qu'on va souvent cogner à la porte d'entreprises, d'organisations communautaires, de programmes cliniques dans le réseau de santé, par exemple, de cliniques privées. Puis on leur demande si vraiment ils ont des besoins, puis s'ils ont un problème qu'on peut résoudre avec cette solution-là. Et donc, dans les aptitudes que j'utilise beaucoup, moi, c'est des aptitudes de communication. Tout ce qu'on a appris là, à présenter rapidement, des problèmes, pas des problèmes, mais des résultats de recherche assez complexes, être capable de les communiquer, moi, ça fait partie de mon travail. J'ai souvent quelques secondes seulement pour parler des avantages de cette nouvelle technologie ou cette nouvelle innovation-là. Et surtout, j'utilise aussi toutes les approches que j'ai développées en recherche qualitative, l'entretien, l'écoute, la capacité de synthèse, être capable de reformuler les besoins, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. J'utilise aussi beaucoup là, les approches statistiques que j'ai appris, que j'ai manipulées. Ça me permet de comprendre des fois la force des évidences qui me sont présentées, qui des fois le sont plus ou moins, mais après ça, le fait que j'ai fait de la recherche en réadaptation, ça m'a permis de voir que différents domaines ont différentes cultures. Il y en a qui vont adopter des pratiques ou des façons de faire avec des faibles niveaux d'évidence. Puis dans d'autres domaines, à l'inverse, il faut des niveaux d'évidence hyper hauts pour être capable de changer les choses. Et donc, j'ai un rôle d'accompagnement des équipes de recherche à comprendre les nouvelles cultures ou les cultures d'entreprise et autres. Donc, je fais un peu la traduction entre les deux. Donc, je ne sais pas si vous remarquez comment c'est quand même varié, stimulant. Il y a du défi, il y a des problèmes très complexes. Donc, je ne pense pas qu'il faut avoir peur de ne plus jamais être intellectuellement stimulé quand on sort des murs de l'université. Christophe, Catherine, Pascal, Stéphanie, merci énormément d'avoir tout partagé si généreusement, votre trajet, vos réflexions, les écueils, etc. Super, super, super intéressant. Et aussi ce que vous faites. Je pense que ça, c'est super important parce que les gens, souvent, avant de parler avec quelqu'un ou d'être dans un panel comme ça, on voit un nom et un nom de poste sur LinkedIn, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Je pense qu'aujourd'hui, et les gens qui vont écouter l'épisode vont pouvoir au moins savoir vos 4 profils. Et maintenant, je passerai la parole à vous, pour si vous avez des questions à nos panélistes. Charles va vous passer ça, qui est un micro. Et donc, levez la main si vous avez des questions. Et Charles va vous passer le micro pour qu'on puisse avoir l'enregistrement. Moi, la question que j'ai aux panélistes, c'est est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire dans votre tête, mais si j'avais su que c'était ça que j'allais faire, peut-être j'aurais pas fait mon doc, peut-être j'aurais sauté cette étape-là. Je peux peut-être répondre. En aucun cas, j'aurais pas fait mon doctorat. Je pense, en fait, pendant un moment, j'ai pensé l'arrêter, mon doctorat, parce que j'avais toutes sortes de choses en même temps, puis je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le terminer? Puis maintenant, je suis vraiment contente d'avoir mon PhD, puis d'avoir terminé, puis je pense que peu importe ce que ça m'a amené tellement de choses variées qui sont incalculables que je pense pas que j'aurais pu me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui avec ça, mon doctorat, dans le fond. Parce que j'aurais eu toutes sortes d'opportunités d'emploi autres, mais je pense que là, je suis vraiment à une place où je me dis, là, j'aime ce que je fais. Tous les jours, j'aime mon travail, puis je me pose pas la question de... En fait, avant, je me disais, il y a tout le temps un petit quelque chose que je me disais, si j'avais fait telle étude, ça. Mais là, avec le doctorat, on dirait que justement, c'est très transversal, fait que ça nous permet d'avoir accès à tellement de différents postes que je pense que d'avoir les 3 lettres à la fin de notre nom, ça aide. Moi, j'ai aucune prétention par rapport au titre, mais c'est vraiment le fait que ce soit
utile. Toute l'expérience que ça m'a amenée, je trouve que ça m'aide à tous les jours. Je seconde tout ce que tu dis. Je pense pas que je pourrais faire, pas que j'aurais pu ou j'aurais eu ces opportunités-là sans le doctorat, mais au-delà de ça, c'était vraiment le fun, le doctorat. Fait que, je veux dire, jamais je voudrais effacer ça de mon parcours, là, avec des hauts et des bas, là, on s'entend, c'est normal, mais en bout de ligne, quelles belles années, je veux dire, jamais j'enlèverais ça. Merveilleux. Mais justement, j'allais peut-être aller sur les hauts et les bas, parce que je trouve que ce qui est le fun à vous écouter, c'est que ça donne beaucoup d'espoir, hein, parce que je crois que quand on finit un doctorat, on est un peu à bout de souffle, puis on est un peu tanné. Puis je me demandais justement, tu sais, j'ai pas envie de partir sur le gros sujet de la santé mentale, mais je serais quand même curieuse de vous entendre par rapport à... Est-ce que vous auriez un conseil pour les étudiants qui sont en train de terminer, qui sont en pleine rédaction de thèse et qui ne voient plus le bout et qui ne savent plus où ils en sont un peu dans leur vie, parce que c'est souvent ça qui se passe en fin de rédaction. Parce que là, je vois que vous êtes tous et toutes, vous avez l'air sur votre X, mais je pense qu'en fin de doc, c'est un peu ça aussi. On se sent fort déstabilisé, on se sent un peu perdu. Puis je serais curieuse d'entendre, c'est quoi peut-être votre petit mot ou votre conseil pour les étudiants qui sont en fin de parcours, pour qu'ils gardent un peu la niaque, si je peux dire. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Ça n'a pas à être pénible. Il y a vraiment moyen de rendre ça le fun. Tu sais, la rédaction, là, c'est un moment où vous avez besoin de vous isoler. Moi, j'avais besoin de m'isoler. J'étais une personne très active comme Catherine. J'avais plein d'affaires. J'avais trop de personnes qui me sollicitaient. Je suis partie en Europe pendant 4 mois. Je suis allée écrire mes 3 articles scientifiques en 4 mois. Il n'y a personne dans le marché de l'emploi qui a ce privilège-là de pouvoir avoir des bourses ou avoir cumulé un petit peu son argent, pouvoir partir pendant une longue période de temps. C'est un privilège d'avoir accès à ça quand même dans une vie, là. Puis après ça, ben, tu te loues un chalet avec une amie puis tu vas écrire le reste de ta thèse dans un chalet. Entourez-vous des gens. Il y a moyen de rendre ça le fun. C'est pas juste de rester dans un coin misérable. C'est dur, la rédaction. C'est challengeant, la rédaction. Tu te fais revenir avec des commentaires, tu sais, de revues, c'est vrai, mais au final, il y a moyen... Il y a plein d'initiatives. Il y a Taisez-vous pour les collaborations, les pushs de rédaction. Il y a un support. Vous n'avez pas besoin de rester seul dans votre sous-sol à overthinker que c'est dur d'écrire. Essayez des affaires funky, là. C'est le fun. Puis prenez des breaks où vous allez parler avec des gens qui font des choses différentes. Juste pas, au lieu de prendre juste un break où je ferme les yeux puis je médite, ce qui peut être important et intéressant, parsemez un petit peu de ce travail de réseautage. On va trouver un autre mot parce que je ne l'aime pas. En tout cas, parsemer, dites quand je prends un break, je médite pendant X temps et là, je vais trouver un profil intéressant. Peut-être que je ne vais pas parler à la personne aujourd'hui, mais je vais travailler sur ma cartographie parce que ça aussi, le fait de garder l'œil dans l'horizon, ça va aussi vous laisser moins pris dans cette difficulté du moment. Bien, je dirais, tu sais, moi, j'avais pas ces opportunités-là de partir avec les enfants, tu sais, fait que j'étais un peu... Je participais à une étude là, sur la motivation au doctorat. Puis, tu sais, c'était à travers les années au doctorat. Puis là, au début, je voyais comme choix de réponse, rendu au point où je suis, je peux plus abandonner. Puis j'étais comme, ben voyons donc, voir que tu penses ça à la fin. Mais non, à la fin, j'étais comme par bout. Ah, tu sais, tu respires, puis t'es comme, OK. Fait que je dirais de s'appuyer sur, des fois, quand ça te tente plus, là, tu sais, de s'appuyer sur le reste. Tu as tes amis, ta famille, tu as des loisirs, des fois tu travailles en même temps. Donc, de le faire par moment, je me donnais des objectifs, micro-gradués, puis là, j'étais comme « yes », puis là, ben, les to-do list, là, fait que là, tu as l'impression que ça avance, puis de garder aussi l'objectif à plus long terme, toujours en tête, c'est là que je veux aller, même si à ce moment-ci, dans le processus, j'ai plus de difficultés, mon objectif, il reste là, puis je suis bien entourée, puis je sais que j'ai ce qu'il faut pour y arriver, tu sais. Fait que, mais j'aurais vraiment aimé ça, par contre. J'aurais donc aimé ça. Oui. OK, là, moi, là, je vais vous dire, j'ai trouvé ça pénible, la fin. Puis je m'en excuse, ça... Mais... Désolée, moi, je n'ai pas de mais je vous le dis, puis pourquoi j'ai trouvé ça pénible, c'est parce que dans ma tête, j'étais déjà rendu après le doctorat. J'avais déjà, puis c'est un saut mental qu'il faut faire attention à faire parce que je m'étais dit, je vais l'avoir ma job, puis j'avais passé, j'avais tourné la page, tu sais. Mais fait que j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé que c'était comme une frustration constante. À chaque jour, je me levais et je me disais, je suis pas en train de travailler. Je suis pas passé à l'autre étape que j'ai donc préparée dans ma tête. Puis ça a mené de la frustration.
Puis c'est ça. Mais je pense que vous voyez, là, peut-être à ce moment-là, j'avais peut-être besoin d'un peu d'un break. Mais mon conseil, ce serait un peu comme ça. C'est un processus incluant la rédaction, incluant la fin de la thèse. Il y a moyen aussi, des fois, je pense, de tenir votre bout puis de dire, ben moi, la rédaction de la thèse, c'est un peu plus comme ça que je veux ma thèse. J'ai peut-être pas besoin de la 14e révision. Hein? On peut, à un moment donné, se faire confiance. Puis c'est pas que nos professeurs veulent pas le bien pour nous. Là. Je pense que mon expérience a été qu'elle voulait que ma thèse soit exceptionnelle. Puis on l'a rendue assez haute, là, je dirais, mais il y a eu quand même un certain coût au niveau de ma motivation. Puis au niveau... Et donc, si j'avais un conseil, mais je pense que, encore une fois, soyez clair par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Puis si vous voulez comme une fin de doc, pas en accéléré, mais une thèse qui convient à vos attentes puis à celles du département, mais je pense qu'il faut travailler pour ça. Donc, Bien, moi, ça va vraiment dans le même sens que Christophe. En fait, moi, j'ai eu mon creux avant la fin, dans l'année qui précédait, fait que c'était pas tout à fait... C'est quand j'étais rendue à la rédaction, mais que j'avais pas le temps de la faire parce qu'il fallait que je travaille en même temps, puis tout ça. Fait que moi, j'ai suspendu mon doctorat, puis quand j'ai recommencé, je l'ai terminé super rapidement. Ça m'a vraiment pas pris de temps à faire la rédaction. Fait que c'était vraiment de dire... Je pense que j'étais pas capable de mettre les limites comme il faut avant, puis d'être capable de mettre vos propres limites le plus tôt possible dans vos études supérieures, ça va vous aider à arriver à la fin. T'sais, comme moi, mes limites, quand j'ai eu mes enfants, on dirait que c'était plus facile à dire, ben non, moi, passer 4 heures, puis moi, les fins de semaine, il n'y a aucunement question. Ça a un peu toujours été comme ça, mais on dirait que je me faisais plus juger parce que, bon, j'ai pas d'enfant, t'as le temps. Ouais, non, moi, passer 4 heures, moi, je le prenais vraiment comme un emploi, mon doctorat. Fait que passer 4 heures, puis avant 8 heures, je travaille pas. Fait que, c'est vraiment d'être capable de mettre vos limites à vous, vos limites sur le nombre d'articles. Vous avez quand même des choix à faire, vos limites sur comment la thèse est faite. Vos directeurs, oui, ils ont leur mot à dire, mais vous aussi. Il faut vraiment savoir que vous faites partie du processus de décision, puis il y a des gens dans le programme aussi qui sont là pour vous soutenir. Il y a de la direction, il y a souvent des petits parrainages. Il y a d'autres personnes, si vous avez de la difficulté à dire non. Savoir dire non, c'est quand même quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire parce qu'on veut essayer de voir toutes les expériences, puis on veut participer à tous les articles, puis tout ça. Mais sachez que vos limites sont vos limites, puis il faut que vous les respectiez aussi. Et si vous avez un comité de thèse, des fois, dans un comité de thèse, il y a quelqu'un qu'on sent qui est plus notre allié, puis qui va souvent ne pas être notre superviseur, mais des fois, il y a des gens qui ont de très bonnes relations avec leur superviseur. Donc, de voir aussi s'il y a des alliés dans votre milieu académique qui peuvent vous aider à un peu gérer le perfectionnisme exagéré du superviseur ou de la superviseure, etc. Tous des très bons points. J'ai vu une main se lever. Ah oui, c'est ça. Allez. J'avais une question sur peut-être la préparation de la sortie ou de l'après-doc. Je pense que vous avez tous eu des moments différents où il y a un déclic, il y a eu des impacts différents sur la fin de la thèse. J'entends une paix, Stéphanie, quand tu as fini, puis tu étais prête, mais ça faisait déjà longtemps que tu savais que tu ne serais pas prof. Fait que, ma question serait, dans un monde idéal, votre réflexion, quand est-ce qu'elle se serait passée? Est-ce que pour vous, votre parcours doctoral, ça serait comme ça, puis votre réflexion au même moment, ou est-ce que vous le feriez plus tôt? Pour les personnes qui sont peut-être en début de doc, en fin de doc, mettons, moi, je suis au post-doc, puis je suis encore en mode advienne que pourra. Fait que, on verra, mais... Bien, le plus tôt, le mieux, je pense. Si vous avez une idée, vous le savez, ce que vous... En fait, si vous le savez que vous voulez aller en académique, vous savez le type vous savez que vous avez besoin de pousser plus de publications, par exemple. Il y a certains choix que vous avez à faire. Fait que le plus rapidement, vous prenez votre décision sur ce que vous voulez faire à la sortie ou ce travail d'introspection-là qui vous amène à... C'est correct si ça change en cours de doc. Vous avez une opportunité finalement de rester en académique, tant mieux. Mais c'est sûr que le dessin ou du moins les choix que vous allez faire en cours de parcours de doc va probablement influencer un peu vos opportunités à la sortie de ce doc-là. Si vous voulez faire des postdoctorats, si vous voulez rester dans le milieu académique, ça ne sera pas tout à fait la même type d'expérience que moi j'ai été chercher, par exemple. Fait que, 1 an, c'est peut-être rapide. On commence pas nécessairement... En fait,
c'est ça, je pense que les motivations à faire un doctorat vont venir influencer ce qu'on veut en faire avec le doctorat. Moi, j'étais jeune, et je voulais faire un doctorat. Ça faisait partie de mon ADN. C'était comme une identité, là. J'avais besoin de faire ça, mais pas nécessairement dans un objectif de rester dans le milieu et d'être prof. Fait que pour moi, c'était pas un échec de ne pas réussir en académique après. C'était pas ce que je voulais. Mais si vous rentrez dans un doctorat dans l'espoir de devenir prof un jour, c'est sûr que là, vous allez peut-être laisser quelques années un peu pour voir les opportunités qui se dessinent, comprendre comment ça fonctionne, les opportunités, les freins. Mais le seul... Fait que je m'excuse, Alexandre, j'ai pas de bons moments puis de bonnes périodes à te recommander. mais restez actif dans votre réflexion pour éviter de juste choisir des opportunités qui vous sont présentées parce que finalement, c'est ça, restez actif. De mon côté, là, je dirais plutôt c'est le mieux, mais je pense que les universités puis les établissements d'enseignement ont une responsabilité d'exposer les étudiants assez tôt là, à ce genre de réflexion-là. Peut-être un peu dans le même sens, mais puis peut-être c'est quelque chose, un conseil ou un outil qui pourrait aider à faire avancer la réflexion. Dans le domaine plus corporatif, il existe plein de formations qu'on peut faire. Par exemple, en gestion de projet ou en analyse de données. Puis, je pense que ça pourrait être avantageux de commencer tôt dans le processus, de s'ajouter ce type de formation-là. Puis il y en a, là, mettons, Google en ligne, là, Google Product Management ou Google Project Management, justement, qui est une formation qui peut se faire sur votre temps, qui vous amène à vous professionnaliser. Il y a plein d'acquis que vous pouvez intégrer dans le doctorat, dans le doctorat maîtrise, et vous êtes capable de soutirer de l'information, pas soutirer, mais prendre de l'expérience du domaine corporatif pour devenir meilleur, plus performant dans vos études. Donc, c'était juste un mot que je voulais glisser dans notre discussion, mais essentiellement, je pense que oui, commencer assez tôt ou voir rapidement, tu sais, juste ouvrir vos yeux sur qu'est-ce qui se passe, ça va faire avancer la réflexion, puis je rejoins ton point, réflexion active, rester actif là-dedans, c'est important. Et moi, j'ai une réflexion par rapport à ce que tu as dit, Stéphanie, c'est pour ceux qui veulent rester dans l'académique, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je pense comment le dire plus, en tout cas, puis structurer comment en parler, mais souvent, on a ces conversations sur sortir de l'académique. Mais un bon académique a aussi un bon réseau. Un bon académique fait des projets interdisciplinaires, etc. Donc, tout ce qu'on a dit s'applique aussi si vous voulez rester. Trouvez des gens dans l'académie qui vous inspirent, et qui ne sont peut-être pas autour de vous, dans votre institut, dans votre université, puis allez leur parler. Comment tu as fait pour te rendre là? Comment tu as fait pour développer ce profil académique-là que je trouve tellement cool, puis que je ne vois pas autour de moi? Les mêmes outils dont on parle pour sortir, disons, servent aussi pour, si on veut, c'est aussi une profession, c'est aussi une carrière, et donc appliquez-les aussi de l'autre côté. C'est à ne pas ignorer et en tout cas gardez-les en tête parce qu'il y a plein de choses qu'on a dit qui s'appliquent aussi si vous voulez rester. Ce serait mon dernier mot. Moi, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Dans le fond, moi, j'avais une question, mais elle était très succincte, là, puis je pense qu'elle fait un peu du pouce sur la question par rapport à la fin de thèse. Je sais pas... Oui, c'est ouais. Et puis, un peu aussi, Alexandra, tu disais les conseils. Tu sais, à un moment donné, Pascal te dit hey, « si on m'avait dit que j'allais travailler au gouvernement fédéral au départ... Puis, tu sais, j'aimerais ça vous entendre à savoir... de votre point de vue ou de votre posture maintenant où vous êtes, si, là c'est un peu ésotérique, là, mais si vous vous parliez à vous-même au moment de l'entrée à votre doctorat, quel conseil vous auriez aimé qu'on vous donne ou que vous avez reçu puis qui vous a tenu, là, mais comme au moment de l'entrée du doctorat, maintenant de votre posture, qu'est-ce que vous vous diriez? Je dirais juste de garder un esprit très ouvert. Parce qu'on ne le sait pas, en fait, où ça peut nous mener. Puis, tu sais, Alexandra, tu mentionnais advienne que pourra. J'ai été longtemps aussi dans cette position-là, puis c'est correct. Fait que de garder les horizons ouverts, puis de se dire, bien, ça peut mener à tout, plein de choses, puis explorons. Explorons. C'est comme des années où on a cette opportunité-là d'explorer. Donc, voilà. C'est ce que je suggère. Bien...
c'est Jean-Pierre. Vous le voyez, l'influence de comme une bonne personne significative, un mentor dans une vie, quand j'en parle comme 5 fois en 1h30. Mais Jean-Pierre, il m'a dit dans mon doctorat, Stéphanie, une bonne thèse, c'est une thèse finie. Puis j'étais comme ça, c'est vrai. Fait que je vais juste finir, puis ça va bien se passer. Puis ça revient à ce que tu parlais, là, mettre ses limites, puis d'être capable de comprendre le cadre. Que c'est pas grave si c'est pas la meilleure thèse de l'histoire des thèses. C'est ça. Bien, moi, je reviendrai avec mon point du départ. Là. Sachez tout au long de votre doctorat de garder votre équilibre le plus possible, votre équilibre à vous. Puis peu importe ce qui se passe, ça va vous aider tout au long de votre parcours à prendre vos décisions puis à se rendre à la fin, je pense. Fait que moi, ça serait mon mot. Sachez garder votre équilibre à vous. Et Christophe? Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais la main sur l'épaule, je me regarderais dans les yeux, je me dirais, ça va bien aller. Ça va aller, ça va être correct. Tu vas passer au travers. mais c'est en fait c'est un message comme un peu d'espoir et de confiance parce que en rétrospective, ça s'est tout mené à où je suis aujourd'hui puis à ce qui s'en vient. Fait que ça va aller. Merci pour la question. Merci aux panélistes. C'était vraiment le fun de passer à travers vos histoires avec vous quatre. Et merci à vous qui avez été ici et qui faites maintenant partie d'un épisode à venir, d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Merci.